Bonjour à tous, Kevin Lognonnet. Je suis originaire de Saint-Malo. J'ai vécu à Nantes et à Angers. Par la suite, réalisé un parcours universitaire en droit et en sciences politiques à Paris. J'ai besoin de stimuler mon cerveau et d'apprendre tout le temps à la façon d'un oiseau migrateur. Et je passe la moitié de mon temps en bénévolat, l'autre moitié en entreprise. Après avoir vécu en expatriation à Londres et au Moyen-Orient, mon projet professionnel aujourd'hui est d'établir et de développer des ponts en prévision d'exposition universelle. Ce type d'activité développe à la fois une dimension de conseil en affaires publiques, mais aussi une capacité de veille stratégique sur le secteur des politiques d'appui au commerce extérieur. Les expos, c'est cyclique, donc il y en a à peu près tous les 4-5 ans. Il y a un temps de préparation en amont qui est assez long. Donc la prochaine d'Osaka se prépare déjà avec des cahiers des charges, la compagnie française d'exposition universelle qui prépare les différents pavillons France et puis régionaux, puisque désormais en fait les collectivités locales effectivement peuvent avoir une présence là-bas. Et puis en fait entre les deux, tous les 2 ans, vous avez des expositions spécialisées et aussi des expositions horticoles. Donc là en fait on est en 2023, il y a l'exposition horticole qui se déroule actuellement à Doha. Et en 2027, la suivante se déroulera aussi au Japon, à Yokohama. Donc en fait, on va considérer qu'il y a l'exposition universelle tous les 4 ans qui se prépare, donc qui laisse un trou. Et au milieu, vous avez une exposition soit spécialisée ou une exposition horticole. Ces expositions universelles, elles ont besoin de vivre pendant 1 an. Et il y a très peu, même Business France, il y a très peu de gens qui font vivre l'animation, le réseautage, ou qui relaient en fait ce qui se passe pendant ces expositions universelles. Moi j'ai commencé en fait la première à laquelle je me suis rendu, c'était celle de Milan. Nourrir la planète, énergie pour la vie. Il y avait un potentiel extraordinaire pour l'agroalimentaire. Il y a eu quelques pavillons, un pavillon Bretagne qui était porté par Rennes Métropole, Saint-Brieuc Agglomération et Quimper Communauté. Mais en dehors de ces coûts qui sont toujours un peu les mêmes en one-shot, où les collectivités envoient des délégations, arrivent et repartent, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des moments assez exceptionnels qu'on vit là-bas, des très belles conférences, des très beaux panélistes. Il y a des messages de plaidoyer aussi portés par plein d'organisations, des appels à projets aussi. Donc il y a le travail en fait présent sur le terrain. C'est une base arrière, en tous les cas c'est un tremplin, un hub que je trouve extrêmement intéressant, transfrontalier entre l'archipel et puis Formose, par rapport à des relations historiques importantes, une économie aussi coloniale qui est partie autour de la canne à sucre, qui a amené les Japonais à déployer tout un espace en fait logistique dans l'île autour de trains sucriers qui faisaient vivre un peu toute cette économie sucrière et qui a été un peu le démarrage aussi des premières industries de transformation. Derrière, moi, je l'ai vécu de manière encore plus immédiate en étant à Taichung, donc une ville centrale qui a vraiment été créée, qui était un peu la Kyoto de Formose pour contrôler le nord et le sud de l'île. Erasmus pour jeunes entrepreneurs correspondait à l'idée de plateforme collaborative, d'incubateur de l'engagement que je recherchais pour développer de nouvelles compétences dans un pays étranger. J'ai profité d'avoir été actif dans des réseaux, Maison de l'Europe, Parlement européen des jeunes, pour rester en veille sur de nouvelles opportunités, en particulier à la suite d'une mission de déploiement en Afrique centrale pour le compte de l'Union européenne au service de la protection des forêts du bassin du Congo. Le mot veille, c'est aussi un mot-clé que j'ai envie de faire passer peut-être à des gens qui ne rentrent pas, si vous voulez, dans les réseaux européens. Il y a un travail personnel à faire de veille en fait sur toutes ces opportunités et ainsi de suite. Donc ça n'a pas forcément été le déclic d'un témoignage ou de quelqu'un qui m'en avait parlé ou d'une info que j'ai trouvée, mais quelque chose qui a mûri intérieurement parce que voilà, je recherchais des opportunités. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs de ponts. Et je crois qu'il existe en fait énormément de freins culturels qui conditionnent l'aversion au risque, l'envie d'innover en général ou tout simplement l'envie de se lancer. Et finalement, le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs aide à décloisonner la réflexion d'un projet entrepreneurial individuel en l'élargissant à une dynamique entrepreneuriale qui est beaucoup plus collective. Et dès le départ, le programme fait exister l'appui, le conseil, apporté dans le cas présent par une technopole, dans le filtre de candidature,
la mise en relation avec un vivier d'entreprises partenaires. Il existe aussi également un certain nombre d'organismes proches de l'Union européenne qui vont aider à préparer au mieux le déroulement du projet. Et enfin, une entreprise d'accueil qui va mobiliser ces réseaux pour faciliter au mieux l'intégration sur place. L'équipe, moi j'appelle ça une équipe, Erasmus pour jeunes entrepreneurs, forme une coalition d'acteurs qui facilite pleinement les modalités d'un travail partenarial efficace. Je pense que le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, mais aussi les jeunes Européens, devant le défi de penser et aussi d'agir comme des bâtisseurs de fonds, avec la chance que tout l'accompagnement en fait de cet écosystème vers l'internationalisation et l'innovation entrepreneuriale projette finalement chaque Européen dans cet horizon. Et au fond, je pense que l'Union européenne joue, à travers ce programme, elle offre un véritable incubateur de l'engagement pour développer un projet entrepreneurial et l'ouvrir au monde. Le levier de l'international et le levier de l'innovation va aider en tous les cas à challenger et à faire mûrir un projet entrepreneurial. Là où ça s'inscrit dans l'air du temps, peut-être que ça développe en fait encore aujourd'hui de manière beaucoup plus forte une culture de la diversité parce qu'on est peut-être plus dans un mouvement en fait de mondialisation en marche arrière. Donc il va falloir trouver sans doute de manière beaucoup plus fine en fait des hubs, des points d'appui, des éléments ou des espaces géographiques comme Taïwan par exemple qui peuvent être des bases arrières extrêmement intéressantes pour comprendre l'Asie, la manière dont aussi les choses fonctionnent. C'est extrêmement original de partir en Erasmus+, en dehors des frontières de l'Union européenne. Et ce qu'on découvre de manière extrêmement atypique dans ce format global, et ce que j'ai particulièrement vécu en fait à Taïwan, c'est ce rôle important des diasporas technologiques et entrepreneuriales. C'est assez vrai parce que dans la façon dont Taïwan, après le choc pétrolier, crée ex nihilo une industrie de semi-conducteurs, à l'époque, le Premier ministre est allé chercher en fait à l'extérieur les talents. Il est allé les chercher dans plusieurs États américains, il est allé chercher la diaspora taïwanaise, et aujourd'hui des grandes réussites autour du docteur Maurice Zhang qui a construit TSMC, qui est la tête de proue des semi-conducteurs à Taïwan, montre à quel point en fait on peut catalyser, être à la croisée des réseaux et du coup effectivement faire converger des transferts de technologie. Ce rôle des diasporas, il est extrêmement original en fait dans une île qui a un écosystème totalement à part dans le monde, qui affirme de plus en plus son opposition à ce qu'on appelle le consensus de 1992, un pays de système, donc une relation assez compliquée finalement avec la Chine continentale. Et c'est sans doute un laboratoire en fait à ciel ouvert extrêmement atypique dans justement le format global du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, avec une île qui est très isolée, mais qui cherche en fait en permanence à travailler en réseau et à se tourner vers l'extérieur, ce qui veut dire que finalement entre les États-Unis et la Chine, l'Union européenne en fait a une place de premier choix et beaucoup de jeunes innovateurs européens, jeunes entrepreneurs européens peuvent s'y singulariser et y développer des réseaux. Peut-être qu'Erasmus pour jeunes entrepreneurs dans ce format global, c'est aussi un incubateur de l'engagement qui peut amener justement des jeunes Européens à se connecter avec les pays partenaires de ce programme en Asie, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan. Et puis il existe aussi Proche-Orient, Israël, le Canada et puis deux États américains. J'ai été accueilli dans une entreprise locale qui accompagne les industries taïwanaises à réduire leur empreinte carbone. Et donc j'ai découvert le champ d'intervention de cette entreprise à plusieurs niveaux. D'abord la façon comment les Asiatiques matérialisent finalement dans leur propre représentation cette vision de Green Deal européen. Et ils y mettent en fait beaucoup de green jobs, de différents métiers que j'ai vus en fait émerger notamment dans cette entreprise locale,
qui va dans le sens finalement aussi du processus enclenché à Taïwan, d'une île qui veut être effectivement beaucoup plus respectueuse du vivant. Et puis le rapprochement entre Taïwan et l'Union européenne, c'est aussi l'impact des normes et de toutes les réglementations qui concernaient la réglementation carbone. Ça a un sens particulier évidemment pour des entreprises exportatrices dans une île qui est remplie d'usines. Et puis aussi très largement le secteur manufacturier, en particulier le secteur du charbon, de l'acier et même de l'hydrogène, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en anglais CBAM, Carbon Border Adjustment Measurement, qui a en fait un impact extrêmement important pour des entreprises taïwanaises. Donc l'entreprise locale s'appelait YC Consulting, composée d'une équipe d'une 20aine de personnes, implantée à Taichung, qui est une ville centrale de Taïwan, avec une base manufacturière extrêmement importante, dotée d'un port, à peu près 11 universités, des relations tous azimuts de coopération, de jumelage avec de nombreuses villes aux États-Unis, et une base industrielle extrêmement forte. Et puis ce carrefour ferroviaire qui remonte aux Japonais, puisque c'est là où il y avait la sucrerie impériale, et donc une manière aussi très facile de se circuler vers le nord de l'île, donc Taipei la capitale, ou plus au sud vers Kaohsiung. Un clin d'œil à l'agenda aussi assez ambitieux des prochaines expositions universelles. La prochaine d'Osaka sera en 2025 de s'interroger comment à 5 ans de l'agenda des Nations Unies pour les objectifs du développement durable, les grandes organisations, les entreprises, les innovateurs, les gouvernements, où est-ce qu'on en est et comment cette exposition universelle de 2025 peut être un accélérateur pour concrétiser les objectifs du développement durable des Nations Unies. Les grandes boîtes, le tissu créatif des PME, les universités, les laboratoires de recherche, tout cet écosystème en fait commence aussi à phosphorer et à maturer sur ces sujets. J'ai découvert à Taïwan une île en transition, une île qui était passée d'une économie sucrière agricole pendant la période japonaise à un carrefour de haute technologie. Je trouve que c'est une transition qui est extrêmement intéressante pour des innovateurs mayennais, des innovateurs du Grand Ouest au sens large, des jeunes innovateurs européens, parce que arriver finalement à entreprendre cette mutation qui est extrêmement présente et qui peut inspirer en fait des tas d'initiatives locales extrêmement intéressantes sur les déchets, sur l'économie circulaire. Et Taïwan est en fait condamné à innover et à construire en permanence une économie très très résiliente du fait de son isolement. Et ce que j'ai profondément apprécié, c'est cette approche terrain, de pouvoir véritablement gagner un temps précieux pour évaluer la pertinence d'envisager justement des points à l'international. Avec qui on le fait, quels sont les concurrents, comment envisager justement des partenariats avec les Asiatiques, quels sont les pôles qui vont servir de vitrine de coopération. Il y a aussi finalement la question, lorsqu'on arrive aussi sur place, qu'est-ce qui peut aussi servir de base arrière. Donc il y a vraiment la réflexion d'être sur le terrain qui était extrêmement intéressante. Après, à l'international, en fait, toujours aller voir sur place, c'est, je pense, ce qui est une règle d'or et ce que le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet véritablement de matérialiser, ne jamais prendre une décision hâtive à distance. Et donc, c'est une expérience qui m'a en fait permis de consolider mon projet entrepreneurial et puis de l'établir, en tous les cas, de le mettre en cohérence avec des attentes locales. Donc, c'est tout un travail aussi d'analyse qui est extrêmement important en prévision donc de la prochaine exposition universelle qui sera prévue dans la baie d'Osaka en 2025. Tout ce champ de prospective qui se vivra pendant 1 an, il a aussi besoin de se préparer en amont et il faut aller sur place, il faut aller démarcher
des partenaires, des entreprises, toucher des universités locales qui sont aussi sur des bassins de compétences intéressants. Oui, absolument, entretenir le contact avec d'autres réseaux de messagerie, notamment Line, qui est peut-être l'équivalent de WhatsApp et qui est très utilisé à Taïwan, en Corée du Sud, qui a aussi fait ses preuves au Japon. Donc les canaux de communication sont existants, permettent de communiquer de manière quasiment instantanée. J'ai vécu un cadre extrêmement agréable et aussi prestigieux pour acquérir des compétences entrepreneuriales et peut-être aussi plus largement, et ce qui m'a énormément enrichi humainement, d'acquérir des compétences interculturelles. Et c'est ça qui a sans doute été un élément de stimulation extrêmement intéressant, apprendre à penser un projet entrepreneurial dans un monde en mouvement. Erasmus pour jeunes entrepreneurs dans son format global, désormais ouvert sur l'Asie, se veut vraiment à mon sens bâtisseur de ponts et en offrant justement un cadre de travail tout à fait inhabituel, ce qui amène à sortir de sa zone de confort. Et à ma grande surprise, en fait, Taïwan m'a permis de comprendre au-delà du fonctionnement des communautés sinophones d'outre-mer, de découvrir comment de petits écosystèmes entrepreneuriaux s'articulaient aussi dans d'autres îles. Je vais parler des 3 grandes forces qui permettront peut-être sans doute d'atteindre la réussite. Ce qui est fondamental, je pense, dans un projet d'entreprise, c'est l'écoute du client. Et dans ce genre de programme, je pense que l'écoute, côté vraiment listening du partenaire, va énormément aider à comprendre, à discerner des lois non écrites qui existent dans la vie des affaires et qui sont aussi des codes culturels qui existent dans des pays étrangers et qui seront tout à fait capitales pour comprendre voilà, la relation et la façon de la cultiver à l'international. De cette écoute doit, et je pense que c'est la deuxième force, doit aussi naître un élément d'intelligence relationnelle qui, là aussi, est assez important. Il faut savoir capter des signaux faibles, surtout si on a envie d'innover, alors qui naissent justement de l'écoute de son interlocuteur, mais aussi de plein de petits moments d'interaction humaine, parfois de minutes d'échange très furtives dans un ascenseur, mais qui vont rendre peut-être possible la possibilité de saisir en fait une opportunité professionnelle pour connecter les esprits et créer le futur. C'était en fait le thème de l'exposition universelle de Dubaï, Connecting Minds, Creating the Future. Et je pense que ça résume en fait assez bien dans la deuxième grande force, cette intelligence relationnelle qu'il faut avoir. Et la dernière, c'est la créativité. Parce que finalement, un jeune innovateur qui se lance aura très vite besoin de références. Et pour aller les chercher sur le marché mondial, peut-être qu'Erasmus pour jeunes entrepreneurs en fait offre la possibilité dans une expérience atypique de se connecter à des hubs, à des ponts. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel à ce niveau-là. Pour vendre à Hong Kong, mieux vaut être fournisseur de la reine d'Angleterre que de Monsieur Smith. Et en fait, sans doute qu'Erasmus pour jeunes entrepreneurs peut aider en fait à aller chercher un réseau de prescripteurs qui aideront au mieux à s'insérer sur le marché mondial. Testez un maximum de choses les 5 premières années de votre vie professionnelle. C'est quelque chose qui peut sembler assez compliqué en France, où peut-être que la cohérence du parcours est souvent privilégiée par rapport à l'enrichissement personnel. Mais j'ai envie de dire qu'il faut oser, qu'il faut partir à la découverte, à la conquête du monde, voyager, se former intellectuellement par les voyages. C'est d'autant plus enrichissant de le faire avec un projet derrière et un projet entrepreneurial et une ossature extrêmement motivante pour aller chercher des partenaires sur place, vivre une expérience d'accueil dans une entreprise locale. Très 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 belle aventure et qui aidera en plus sans doute à construire ou à renforcer en tous les cas une confiance en soi dans voilà, l'envie de monter un projet d'innovation ou un projet d'entreprise.